Dialogue dilettante, votre podcast de philo, sciences, maths. Épisode style entrevue où Elliot essaie d'en apprendre plus en posant des questions. Justin essaie de lui expliquer du mieux qu'il peut. Joignez-vous à nous à toutes les semaines pour cultiver votre curiosité. Alright. So, Justin, si tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi le concept du livre Les impostures intellectuelles, s'il vous plaît? Ouais, donc c'est un livre qui... il y a un chapitre par auteur qui est sélectionné. Donc, des auteurs qui sont critiqués pour leur utilisation de termes scientifiques techniques là où Sokal et Bricmont jugent impertinents. Donc, okay. On a 7 ou 8 auteurs qui sont attaqués par Sokal et Bricmont, les deux physiciens en question. La façon qu'ils prennent, c'est qu'ils prennent des extraits de l'œuvre de ces auteurs-là, ou des concepts mathématiques ou physiques sont employés soit à tort, soit pour aucune raison valable selon les auteurs. Okay. Ensuite, ils commentent pourquoi il y a des erreurs, pourquoi c'est impertinent, pourquoi ça n'a pas sa place là. Puis dans le livre, il y a un long chapitre où est-ce qu'ils expliquent selon eux d'où vient un peu cette mentalité-là ou cette approche-là en sciences humaines et en philosophie, en littérature, qu'ils appellent le relativisme cognitif. Donc, j'aimerais ça qu'on aborde leur critique du relativisme cognitif dans une deuxième partie de l'épisode, où ils expliquent historiquement d'où vient cette espèce de pensée qu'on attribue souvent au postmodernisme qu'on appelle, qui fait l'éloge de l'irrationalité puis de le relativisme dans les matières scientifiques. OK, bon, super. Donc là, si j'ai bien compris, pour la première partie, dans le fond, eux, c'est ceux qui ont publié le canular dans une revue scientifique qui était dans le fond un article qui était du charabia, mais qui a été publié de façon sérieuse. Donc, c'était un canular. Et ensuite, dans leur livre, ils viennent appuyer un peu leurs propos en attaquant des livres qui ont été publiés par d'autres auteurs. Exactement. Qui utilisent des termes que eux connaissent très bien, puis qui utilisent ces termes-là à tort. Donc, dans le fond, ils devraient pas utiliser ces termes-là de la manière qu'ils les utilisent. Puis, un peu le point de vue un peu de eux, je sais pas si c'est ça, mais leur point de vue un peu de eux, c'est pas d'attaquer la personne en tant que telle, mais juste le contenu, puis de dire pourquoi le contenu est faux, puis qu'il devrait pas être utilisé dans cette optique-là. OK. Ouais. Fait que là... Juste une petite nuance. Parfois, le contenu mathématique ou physique n'est pas faux en tant que tel. Donc, la définition est bien utilisée ou le terme n'est pas contradictoire, mais il n'y voit pas de pertinence à introduire un terme aussi complexe, aussi sophistiqué, aussi technique dans une discussion où il n'y a pas vraiment rapport là, sans expliquer pourquoi ils le font. OK. Donc, parfait. si tu veux employer un terme de la physique ou des mathématiques pour appuyer un argument, ils sont pas contre ça. Ils sont pas contre l'analogie, ils sont pas contre la métaphore, mais ils pensent que le minimum, ce serait d'expliquer pourquoi c'est pertinent de demander au lecteur de se casser la tête sur un terme hautement sophistiqué pour comprendre leur argument. OK. Fait que dans le fond, ils l'utilisent de manière peut-être non justifiée, puis s'ils l'utilisent de manière justifiée, ils expliquent pas pourquoi. Exactement. Ouais. C'est exactement ça. Donc, parfait. Là, je pense que ce qu'on peut faire, c'est de lire des citations, justement, de ces impostures-là. Qui sont... fait que ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, faire un... Comment on appelle ça déjà, là? Faire en rafale. Lecture en rafale, ouais. Exactement, lecture en rafale des citations, puis si on peut citer aussi les auteurs pour que le monde fasse leur propre recherche, ça serait cool. OK. Donc, commençons avec Jacques Lacan, un psychanalyste français très, très connu et très connu aussi pour la difficulté de sa pensée. OK. Je vais en lire quelques... C'est un Français, cette personne-là? Ouais. Okay. Si je me trompe pas, ouais. Donc, on peut le retrouver à la page 65 de la deuxième édition des Impostures intellectuelles.
Après 15 ans, j'ai appris à mes élèves à compter au plus jusqu'à 5. Ce qui est difficile. Entre parenthèses, 4 est plus facile. Ils ont compris au moins cela. Mais ce soir, permettez-moi de rester à 2. Évidemment, ce dont nous nous occupons ici est la question de l'entier. Et la question des entiers n'est pas simple, comme, je pense, beaucoup de personnes ici le savent. Il est seulement nécessaire d'avoir, par exemple, un certain nombre d'ensembles et une correspondance 1 à 1. Il est vrai, par exemple, qu'il y a exactement autant de gens assis dans cette salle qu'il y a de chaises. Mais il est nécessaire d'avoir une collection composée d'entiers pour constituer un entier, ou ce qui est appelé un nombre naturel. Il est, bien sûr, en partie naturel, mais seulement dans le sens que nous ne comprenons pas pourquoi il existe. Compter n'est pas un fait empirique, il est impossible de déduire l'acte de compter à partir de données empiriques seulement. Hume a essayé, mais Frege a démontré parfaitement l'ineptitude de la tentative. La vraie difficulté vient de ce que chaque entier est lui-même une unité. Si je prends 2 comme unité, les choses sont très agréables. Hommes et femmes, par exemple. L'amour plus l'unité. Mais après un certain temps, c'est fini. Après ces 2, il n'y a personne. Peut-être un enfant, mais c'est un autre niveau. Et engendrer 3, c'est une autre affaire. Quand vous essayez de lire les théories des mathématiciens concernant les nombres, vous trouvez la formule n+1 comme base de toutes les théories. Oh my god. Okay. Peut-être un enfant. Ah, ça, c'était... Okay, attends. Magique. Maintenant, on sort de la citation pour aller dans le texte de base. Jusqu'ici, rien de grave. Ceux qui connaissent déjà le sujet peuvent reconnaître les vagues allusions au débat classique, Hume-Frege, induction mathématique, et les séparer des affirmations plutôt discutables. Par exemple, que veut dire « la vraie difficulté vient de ce que chaque entier est lui-même une unité ». Mais à partir d'ici, le raisonnement est de plus en plus obscur. Et là, ils reprennent la citation. Mais là, ce que tu viens de citer, là, c'était les auteurs du livre et non... Ouais, exactement. OK. Donc, ils disent jusqu'ici, rien de grave. Tu sais, il y a des formules un peu obscures, mais il y a des trucs qui ont du sens là-dedans. Là, ils disent, mais à partir d'ici, le raisonnement est de plus en plus obscur. 2 points. Là, on retourne dans du Jacques Lacan. OK. C'est cette question du 1 de plus qui est la clé de la genèse des nombres. Et au lieu de cette unité unificatrice qui constitue 2 dans le premier cas, je propose que vous considériez 2 dans la véritable genèse numérique de 2. Il est nécessaire que ce 2 constitue le premier entier qui n'est pas encore né comme nombre avant que les 2 n'apparaissent. Vous avez rendu cela possible, car le 2 est là pour donner existence au premier 1. Mettez 2 à la place de 1, et par conséquent à la place de 2, vous voyez 3 apparaître. Ce que nous avons ici est quelque chose que je peux appeler la marque. Vous avez déjà quelque chose qui est marqué ou quelque chose qui n'est pas marqué. C'est avec la première marque que nous avons le statut de la chose. C'est exactement de cette façon que Frege explique la genèse du nombre. La classe qui est caractérisée par aucun élément est la première classe. Vous avez 1 à la place de 0, et ensuite il est facile de comprendre comment la place du 1 devient la deuxième place qui fait place pour 2, 3, et ainsi de suite. Là, il y a une note en bas de page. Cette dernière phrase est peut-être une allusion plutôt confuse à un procédé technique utilisé en logique mathématique pour définir en termes d'ensemble les nombres naturels. On identifie 0 avec l'ensemble vide, puis on identifie 1 avec l'ensemble qui contient l'ensemble vide, puis on identifie 2 avec l'ensemble qui contient l'ensemble vide et qui contient l'ensemble qui contient l'ensemble vide, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une construction super abstraite des nombres qu'on fait en logique mathématique, mais Jacques Lacan, il utilise ça, je sais pas pourquoi, donc c'est quelque chose de super abstrait puis technique. Ben, c'est incompréhensible, là. Moi, je comprends 0 de ce qui est écrit. Mais toi, en tant que mathématicien, là, tu lis ça, c'est quoi ta première... Ben, il utilise des idées mathématiques de façon parfaitement cohérente, mais okay. Je vois pas encore où ça mène tout ça, mais la citation continue, ok? Donc, là, les auteurs interviennent encore, donc on sort de la citation de Lacan, et c'est à ce moment d'obscurité que Lacan introduit, sans explication, le prétendu lien avec la psychanalyse. 2 points. Donc là, on rentre dans pourquoi il parlait de ça, puis pourquoi c'est pertinent pour un psychanalyste. La question du 2 est pour nous la question du sujet, et ici nous atteignons un fait de l'expérience psychanalytique
étant donné que le 2 ne complète pas le 1 pour faire 2, mais doit répéter le 1 pour permettre au 1 d'exister. Cette première répétition est la seule nécessaire pour expliquer la genèse du nombre, et une seule répétition est nécessaire pour constituer le statut du sujet. Le sujet inconscient est quelque chose qui tend à se répéter, mais une seule répétition est nécessaire pour le constituer. Cependant, regardons plus précisément ce qui est nécessaire pour que le second répète le premier, afin que nous puissions avoir une répétition. On ne peut répondre à cette question trop vite. Si vous répondez trop vite, vous répondrez qu'il est nécessaire qu'ils soient les mêmes. Dans ce cas, le principe du 2 serait celui des jumeaux. Et pourquoi pas de triplés ou de quintuplés? De mon temps, on apprenait aux enfants qu'ils ne devaient pas additionner, par exemple, des microphones et des dictionnaires. Mais c'est absolument absurde, car nous n'aurions pas d'addition si nous n'étions pas capables d'additionner des microphones et des dictionnaires ou, comme le dit Lewis Carroll, des choux et des rois. L'identité n'est pas dans les choses, mais dans la marque qui rend possible l'addition de choses, sans considération pour leurs différences. La marque a pour effet d'effacer la différence, et c'est la clé de ce qui arrive au sujet, le sujet inconscient dans la répétition, parce que vous savez que ce sujet répète quelque chose de particulièrement significatif. Le sujet est ici, par exemple, dans cette chose obscure que nous appelons dans certains cas trauma ou plaisir exquis. Oh my god! Yo, ce gars-là, il se complique la vie, là? Ouais, mais c'est ça. Mais... Ici, c'est vraiment... En tout cas, puis ça continue. Après ça, il parle du paradoxe de Russell, puis... c'est que... Mais si j'ai bien compris, là, dans sa citation, il faisait comme si... Dans le fond, il utilise quelque chose qui est utilisé dans la logique avec le remplacement des nombres puis des entiers puis tout ça. Mm-hmm. Puis il dit comme si l'humain, c'était exactement pareil. Dans le fond, il se base là-dessus pour expliquer des concepts humains. C'est ça? Ouais, je comprends. Dans le fond, il se base sur la façon que les mathématiciens ont trouvé, une des façons, pour construire les nombres à partir de la logique. Ouais. Okay, donc, si on part d'une base purement logique, comment on peut déduire que sont les nombres, comment on peut les faire apparaître en quelque sorte dans notre théorie. Mais je vois pas le lien du tout avec le sujet psychanalysé, premièrement. Mais tu vois qu'il comprend la partie mathématique de ce qu'il parle. Comme il sait de quoi il parle mathématiquement. Ça faisait exactement écho avec ce qu'on disait avant de, tu sais, ils ont bien beau avoir la bonne définition puis comprendre ces termes-là. Par contre, quand ils le transposent à leur science, c'est plus là que se fait l'imposture. C'est quand ils le transposent à quelque chose que le lien entre les deux, il est pas justifié. Mm-hmm. Puis si tu me permets, je vais lire une citation de Claude Lévi-Strauss, qui est un philosophe français très connu, qui parle de son expérience dans une conférence où Jacques Lacan présentait. Puis je pense que c'est la même en plus, mais je me trompe peut-être. Ça a été prononcé en anglais aux États-Unis, puis c'est traduit, là, mais bon. Okay. Claude Lévi-Strauss dit « Ce qui était frappant, c'était cette espèce de rayonnement de puissance, cette mainmise sur l'auditoire qui émanait à la fois de la personne physique de Lacan et de sa diction, de ses gestes. Je retrouvais là une sorte d'équivalent de la puissance chamanistique. J'avoue franchement que, moi-même l'écoutant, au fond je ne comprenais pas, et je me trouvais au milieu d'un public qui, lui, semblait comprendre. » Donc, Claude Lévi-Strauss, il dit, il y avait vraiment une puissance comme... Sa façon de présenter, c'était comme envoûtant, mais je comprenais rien. Mais tout le monde semblait comprendre, puis il trouvait ça un peu bizarre, genre. Ouais. Mais bon. Ouais, ben j'imagine que même des personnes académiques comprennent pas trop ce qu'il veut dire, là. Non, puis après ça, il va commencer à faire des erreurs ou des affaires un petit peu douteuses d'un point de vue, même d'un point de vue mathématique, mais c'est super long, la citation, donc je pense qu'on en dégage l'essence assez l'essence. Wow. On voit un peu comment tu te perds facilement à comprendre de quoi il parle. Peut-être qu'il y a un fond de contenu philosophique ou psychanalytique intéressant, mais il l'explique pas. Ça me semble très compliqué pour rien, premièrement. Ouais. Mais c'est aussi il l'explique pas nécessairement peut-être le problème, le lien entre les deux. Ouais. Mais ouais. OK, donc, passons à une autre citation, peut-être? Ouais.
Donc ça, c'est du Jacques Lacan. Je pense que je vais jamais lire du Jacques Lacan parce que ça a l'air vraiment difficile et plate. Ok, on avait fait celle-là. Ok, allons. Ok, on va aller voir chez Luce Irigaray. Est-ce que c'est encore une psychanalyste? Elle a fait de la psychanalyse, de la linguistique, de la philosophie des sciences. Ok. C'est quoi son nom? Luce Irigaray? Luce, L-U-C-E, Irigaray. I-R-I-G-A-R-A-Y. Ok. Ok. Ça, c'est ma préférée, je pense, de tout le livre. Ok. Considérons finalement un autre argument avancé par Irigaray. 2 points. L'équation E égale MC2 est-elle une équation sexuée? Peut-être que oui. Faisons l'hypothèse que oui, dans la mesure où elle privilégie la vitesse de la lumière par rapport à d'autres vitesses dont nous avons vitalement besoin. Ce qui me semble une possibilité de la signature sexuée de l'équation, ce n'est pas directement ses utilisations par les armements nucléaires, c'est d'avoir privilégié ce qui va le plus vite. Ben non! Et puis là, les auteurs interviennent, c'est quand même bon leur critique. Ok. Quoi qu'il en soit des autres vitesses dont nous avons vitalement besoin, la relation d'Einstein entre énergie et masse est expérimentalement vérifiée avec une très grande précision, et elle ne serait évidemment pas valable si la vitesse de la lumière était remplacée par une autre vitesse. En résumé, nous considérons que l'influence culturelle, idéologique et sexuelle sur les choix scientifiques, les sujets étudiés, les théories proposées, constitue un thème important de recherche en histoire des sciences et mérite une analyse rigoureuse. Mais pour contribuer utilement à cette recherche, il faut nécessairement connaître sérieusement les domaines scientifiques qu'on analyse. Malheureusement, les propos d'Irigaray reflètent une compréhension superficielle des sujets qu'elle aborde et, par conséquent, ils n'apportent rien à la discussion. Wow! Parce qu'il y a d'autres citations plutôt où genre elle parle de trucs puis elle fait des erreurs puis ça n'a pas vraiment de pertinence. Oh my god, hey, j'adore la façon très sérieuse et formelle que répondent les auteurs face à de quoi de tellement out there là. Ouais non, ils sont vraiment comme nuancés puis c'est bien parce que ils s'attaquent ils s'exposent dans le fond à de la critique donc c'est vraiment bien qu'ils prennent toutes leurs précautions puis ben, ils ont pas le choix de montrer ça d'un point de vue, justement, extrêmement critique, puis de pas prendre rien pour acquis, puis de juste, comme là, comment ils l'ont démontré, c'est sans rien de péjoratif, juste par rapport au contenu, puis ouais, je trouve ça vraiment nice. Ok. Bon, une dernière. On retourne à Julia Kristeva. Parfait. Ok. Ok. Bon. On y retrouve précisément les théorèmes d'existence que nous n'avons pas l'intention de développer ici, mais qui nous intéressent dans la mesure où ils fournissent des concepts permettant de poser de façon nouvelle et sans eux l'impossible. L'objet qui nous intéresse, 2 points, le langage poétique. Le théorème généralisé de l'existence postule, on le sait, que si phi de x1 à xn est une fonction propositionnelle primitive qui ne contient pas d'autres variables libres que x1 à xn, sans qu'il soit nécessaire qu'elle les contienne toutes, il existe une classe A telle que, quels que soient les ensembles x1 à xn entre crochets appartient à A, équivalent à phi de x1 à xn. Là, les auteurs mettent en bas de page, c'est un résultat théorique un résultat technique de la théorie des ensembles de Gödel-Bernays. Kristeva n'explique nullement quelle pertinence elle peut avoir pour le langage poétique. Remarquons que faire précéder un énoncé aussi technique de l'expression « on le sait » est un exemple typique de terrorisme intellectuel. Ok, puis là, elle continue. Dans le langage poétique, ce théorème dénote les différentes séquences comme équivalentes à une fonction les englobant toutes. 2 conséquences en découlent. 1. Il stipule l'enchaînement non causal du langage poétique et l'expansion de la lettre dans le livre. 2. Met l'accent sur la portée de cette littérature qui élabore son message dans les plus petites séquences. 2 points. La signification phi est contenue dans le mode de jonction des mots des phrases.
Lautréamont était un des premiers à pratiquer consciemment ce théorème. Puis là, les auteurs citent en bas de page, « Il est fort improbable que Lautréamont, né en 1846 et mort en 1870, ait pu pratiquer consciemment un théorème de la théorie des ensembles de Gonel-Bernays, développé entre 1937 et 1940, ou même de la théorie des ensembles tout court, développée à partir des années 1870 par Cantor et d'autres. » Donc, Lautréamont, c'est un poète obscur du 19e siècle, puis il a dit, lui, il utilisait ces mathématiques-là dans son œuvre, mais c'est impossible parce que ces mathématiques-là n'existaient pas. Puis, ouais, un gros anachronisme de sa part. Ouais. Puis Lautréamont il était peut-être un génie poétique, mais il est mort à 20 ans, puis je doute fortement qu'il avait développé la théorie des ensembles tout seul dans son coin. Là. Puis qu'il en avait parlé à personne. Ouais. Donc, ensuite, elle continue. La notion de constructibilité qu'implique l'axiome du choix, associé à tout ce que nous venons de poser pour le langage poétique, explique l'impossibilité d'établir une contradiction dans l'espace du langage poétique. Cette constatation est proche de la constatation de Gödel concernant l'impossibilité d'établir la contradiction d'un système par des moyens formalisés dans le système. Aïe, aïe. Et là, ils expliquent un peu pourquoi c'est pas ça que le théorème de Gödel il dit. Oui. Puis que tu vois, ça c'est, tu sais, dans l'épisode de Gödel, je parlais un peu du monde qui utilisait ce théorème-là pour démontrer des choses. Bon, ça c'est très technique, là, fait que c'est... Mais c'en est un bon exemple, là. Ouais. C'est fou, je pense que je vais l'acheter, ce livre-là. Ouais, je te le conseille. Il y en a combien des citations là-dedans? Ah, c'est... À chaque page, presque, il y en a une. Wow. C'est juste ça, c'est juste des citations puis des critiques. Il y en a, là, c'est vraiment, vraiment bad. Comme celui du MC2, E égale MC2, comme une équation sexuée en faveur des hommes ou quoi que ce soit, c'est vraiment... C'est presque triste. Surtout si tu t'amènes pas, tu t'expliques pas pourquoi nécessairement, en disant juste qu'il aurait pu utiliser une vitesse qui est moins grande. Non, mais c'est ça, c'est quoi le rapport? Puis en plus, est-ce que utiliser une vitesse qui est moins grande, c'est moins masculin? Ouais. Pourquoi c'est masculin, tu sais? Fait que... Ouais, c'est ça. Donc, un petit plaisir. Honnêtement, j'ai deux attitudes quand je lis ce livre-là. Il y a une partie de moi qui rit, mais d'autres fois, ça m'attriste un peu de penser que les gens puissent dire des choses comme ça, puis impunément, puis avoir du prestige, puis de l'argent pour financer des recherches. Un peu... Si c'est de la mauvaise foi, c'est poche. C'est vraiment triste. Si c'est juste... Ils sont ignorants ou font des erreurs sans s'en rendre compte. La maladresse. C'est plus pardonnable. Ouais, exactement. Mais ce qui est un peu triste, justement, en fait, c'est plus le système de confiance que le monde y apporte, si existe-t-il, là. Puis en fait, j'imagine qu'il y en a dans tous les domaines. Puis toi et moi, on est sûrement victimes un peu de ça aussi. Que quand on écoute des choses qui font des liens peut-être un peu moins boiteux que ceux-là, mais tu sais, il y en a peut-être qui sont beaucoup plus subtils que genre celui de E égale MC2, puis que peut-être qui nous confortent dans nos idées aussi. Ah, c'est sûr, mais c'est... Évidemment, les auteurs ici ont pris le pire qu'ils ont trouvé pour... ouais, j'espère. Pour mettre en lumière ce qu'ils voulaient défendre, mais ouais. C'est sûr que la critique... l'ouverture puis le scepticisme, c'est des valeurs à cultiver en perpétuité. C'est difficile de toujours remettre en question nos idées, nos préconceptions sur le monde, sur les gens et tout, mais dans une entreprise institutionnalisée comme la science académique, c'est vital, c'est fondamental que on écarte tout ce qui se rapproche de ce que les auteurs soulignent dans cette œuvre-là. Mm-hmm. Cool, ben ça faisait partie de la partie des citations. Que là, on pourrait
on pourrait finir cet épisode-là, couper ça là et revenir avec un épisode qui parle justement plus de d'où vient cette mentalité-là dans le monde académique. C'est un peu ça. Ouais, donc pour le prochain épisode, on va adresser le chapitre que j'ai mentionné plus tôt où les auteurs expliquent selon eux d'où vient cette attitude qu'ils qualifient de relativisme cognitif, qu'on associe souvent au postmodernisme en Europe ou aux États-Unis, qui est une attitude comme quoi toutes les idées se valent, la science n'est pas plus rationnelle que d'autres entreprises mystiques ou quoi que ce soit. Donc, on va aller regarder d'où viennent ces idées-là dans la philosophie des sciences du 20e siècle, notamment à travers Popper, Kuhn, Feyerabend et autres.